vais dire un mot pour présenter Jean-Jacques Nattier, si besoin est. Jean-Jacques Nattier est un de nos très grands musicologues contemporains. Il est professeur, maintenant émérite, à l'Université de Montréal, mais croyez-moi, sa retraite ou son éméritat ne sont pas passifs. Il continue à écrire et à produire régulièrement. Et il vient de me donner un petit livre sur Hergé musicien, écrit avec son frère. Mais il a publié énormément, il faudra aller regarder son site. Et il a été l'un des responsables, ou le responsable principal de la publication des écrits de Pierre Boulez, dont il va nous parler maintenant, mais de bien d'autres sujets encore. Nous mettrons à la disposition du public, à la pause, pas auparavant, sinon il y aurait un peu de mouvement, la bibliographie des livres de Pierre Boulez et des écrits de Pierre Boulez sur lesquels Jean-Jacques va appuyer sa communication. À toi la parole. Alors, tout d'abord, merci infiniment à Nicolas et à Pierre-Michel pour leur investissement de tous les instants dans la préparation de ce colloque. Et merci à Pierre-Michel qui m'a personnellement invité. Et je voudrais profiter de la circonstance pour, en votre nom, lui signaler, le féliciter pour son élection à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France lundi dernier. Pierre Boulez est probablement, avec Schoenberg, Stockhausen et Ligeti, l'un des compositeurs des XXe et XXIe siècles qui a le plus écrit. Il s'inscrit dans une filiation de compositeurs-écrivains qu'on peut faire remonter à Weber, Schumann, Berlioz et surtout Wagner. Dès le début de sa carrière, il s'en explique dans son article « Probabilité critique du compositeur », écrit en 1954. Il mettait lui-même de l'avant la distinction entre ses activités critiques et ses activités créatrices. Il s'agit là, écrit-il, d'une activité exprimée et non pas réellement l'autre versant d'une activité double, ce qu'il développe ainsi. L'on devrait, selon une première approximation, distinguer dans l'évolution continuelle d'un art des fluctuations plus ou moins lentes, plus ou moins violentes. D'une part, des périodes d'établissement d'un langage, d'extension des moyens, périodes somme toute stables où une certaine part d'automatisme dans la mise en jeu garantit une quiétude primordiale. D'autre part, des périodes de destruction, de découverte, avec tout ce que cela comporte de risques à courir face à des exigences nouvelles, inaccoutumées. Dans le premier cas, peu d'écrits, à part quelques boursouflures polémiques dont l'intérêt s'épuise rapidement. Dans le second, au contraire, des discussions passionnées s'engagent sur les problèmes fondamentaux d'un art qui vit ses automatismes dégénérés, ses moyens affaiblis, son pouvoir de communication amoindri. Fin de citation. Les textes de Boulez, réunis en 3 volumes par mes soins, comme Pierre-Michel l'a signalé tout à l'heure, et aussi grâce à la généreuse implication de Christian Bourgois, notre éditeur, relèvent évidemment de la deuxième catégorie, et cela explique sans doute leur caractère paradoxal. Outre les articles consacrés aux problèmes fondamentaux du langage musical, ces écrits, dans leur grande majorité, ont été commandés par les circonstances. Rédigés à l'occasion d'une création ou d'un concert, en vue ou à la suite d'une conférence, ou en marge de l'interprétation d'œuvres qu'ils considèrent importantes. Appréhendés dans leur succession chronologique, ils n'ont pas de visage unique. Peu de dissection technique d'une œuvre, mais surtout des traits généraux, souvent fulgurants, qu'il s'agisse de notices de disques, de textes d'humeur ou d'essais de fond. On doit à Christian Merlin d'avoir proposé dans sa biographie de Pierre Boulez une éloquente liste chronologique de ses articles, on en décompte 150, alors que le catalogue de ses œuvres musicales publiées ne se monte qu'à 33. On peut penser qu'il n'écrivait pas pour rien. L'objectif de cet exposé est de déterminer quel est le statut et la fonction, chez Boulez, de l'écriture littéraire par rapport à l'écriture musicale.
On ne peut lire les recueils des textes de Boulez comme des livres classiques. Chaque essai jalonne le parcours du créateur et de l'interprète. Mais en même temps, ces articles sont les témoins d'une entreprise rigoureuse et déterminée, même si elle admet des changements progressifs de point de vue et l'investigation successive de problèmes nouveaux. Ils ont été regroupés dans des volumes distincts, organisés pour mettre en évidence les récurrences et la cohérence de sa pensée. Un premier recueil dû à Paul Thévenin, Relevé d'apprentis, paru en 1966, rassemblait les textes publiés entre 1948 et 1961. Il visait à définir ses objectifs esthétiques et à présenter les techniques de son nouveau langage, la relecture de quelques concepts de la théorie musicale, accords, chromatisme, série, la contestation des fondements de ce qu'on appelait la musique concrète et la présentation à la fois admirative et critique des grandes figures du XXe siècle, Debussy, Ravel, Schoenberg, Bartók, Stravinsky, Webern et Berg. 10 ans plus tard, Boulez élargit ses activités au-delà de la composition proprement dite, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure. Coup sur coup, il crée l'Ensemble intercontemporain en 1976 et l'IRCAM en 1977. Dans la foulée, il souhaite la réunion de ses écrits, d'autant que depuis 1966, il a publié de nombreux articles. Avec cette nouvelle initiative, Boulez agit à l'image de Wagner, qui avait entrepris de rassembler ses livres et ses essais en 1871 et 1883, en même temps qu'il créait le Festival de Bayreuth. Assumant pleinement le caractère diachronique de l'évolution de son travail compositionnel et de la pensée qui lui est reliée, Boulez choisit le titre significatif de Point de repère, paru en 1981, un livre qui eut suffisamment de succès pour faire l'objet d'une réédition en 1985. La réédition de ce livre est un fait suffisamment rare dans le domaine des écrits de musiciens pour attirer notre attention. Certes, il témoigne du statut particulier que la figure de Boulez occupait dans le champ culturel au début des années 1980, mais s'il s'est épuisé rapidement, c'est parce qu'il attirait des cohortes de lecteurs et de lectrices du fait de ses qualités littéraires. Examinons d'abord quelques-unes des caractéristiques de ses écrits d'avant 1963. Boulez s'y fait le défenseur de son sérialisme. Il tourne le dos à la tonalité, bien sûr, mais aussi au néo-romantisme et au néoclassicisme de ses précurseurs et de ses contemporains, et aux apôtres d'un sérialisme qu'il ne juge pas assez radicaux. Leur caractère polémique a beaucoup frappé. Faisant allusion à des personnalités que l'on reconnaissait aisément, Dindy, Leibowitz, Hindemith, il brocarde avec un jeu d'écho sonore qui en rehausse la hargne, je cite, « nos vénérés dindouilles, nos dindouilles-witz et nos dindouilles-smith ». Le ton de sa violence verbale n'est pas en reste. Il dénonce, je cite encore, « les gribouilles qui se croient et se proclament dodécaphonistes, cette classe putride que constitue le plus clair du monde musical parisien. Nous en sommes toujours au clabaudage putassier d'horribles dégénérés que leur inconscience rend innocents vis-à-vis de leurs immondices. » Fin de citation. Certains de ses grands prédécesseurs, pourtant considérés par beaucoup comme des modernistes, tombent sous le tranchant de son couperet. Ainsi, il n'exprime aucune tendresse pour le recours à la polytonalité chez Ravel. Je cite, « entre autres camouflage et argutie, eau de jouvence bien frelatée pour un organisme sonore atteint d'impuissance à se renouveler et aboutissant logiquement à sa propre destruction. » Fin de citation. Il dénonce chez Berg, je cite, « l'exotisme de Bazar, notamment dans le tango de la cantate Le Vin, ou le côté orphéon de telles phrases du concerto pour violon. » Chez les défenseurs du néoclassicisme dans l'entre-deux-guerres, il pointe du doigt, je cite encore, « l'invention déficiente, écœurante à force de nullité et témoignant de son inutilité. Devant des pâtisseries aussi laborieuses, l'estomac se retourne. » et de reprocher à leurs turiféraires de citer de Faux-Gounod, de Pseudo-Chabrier, champions de la clarté, de l'élégance, du raffinement,
qualité éminemment française, ils adorent mêler Descartes à la haute couture. L'œcuménisme des musiques me semble tout juste une esthétique de supermarché, écrit-il encore. À propos des souvenirs du passé, à nez déployé, on renifle de vieux relents, car ces frénétiques sorcelleries font éprouver à qui les pratique une furieuse frénésie à se faire bouillir soi-même dans le chaudron de l'inhibition. La violence encore, même lorsqu'il parle de Webern, pourtant porté par ailleurs au pinacle, désormais nous écartellerons son visage, car il n'est point requis de s'abandonner à l'hypnose. Néanmoins, ce visage, la musique n'est pas près de l'immerger dans l'oubli. En un mot, je pense que la musique doit être hystérie et envoûtement collectif. Fin de citation. C'est ce qui sous-tend son éloge inconditionnel dans la première partie de sa carrière du sérialisme. Tout musicien qui n'a pas ressenti, nous ne disons pas compris, mais bien ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est inutile. Il écrit ce mot en majuscule, car toute son œuvre se place en deçà des nécessités de son époque. Fin de citation. Outre le succès des formules dévastatrices que ses lecteurs et lectrices attendaient au fur et à mesure de la parution de ses premiers textes, le discours de Boulez est émaillé de métaphores inattendues, car il a son style propre, beau et tranchant comme l'éclat d'un silex. On retient ici et là ce qui a le statut d'une maxime. Il n'y a de création que dans l'imprévisible devenu nécessité. Ou qui résonne comme une grande phrase d'écrivain, la naissance à soi-même doit s'accomplir chaque matin. Une devise dont nous pouvons nous inspirer pour gérer nos propres vies. Les métaphores imagées créées par Boulez, toujours inattendues, ont ceci de particulier qu'elles sont fondées sur des emprunts au monde concret, à l'environnement et à la nature, aux gestes de la vie quotidienne, à la physiologie, je cite. Les points d'interrogation de cette sorte sont des simulacres de harpons sur Varèse. Vous possédiez la sauvagerie concertée jusqu'à l'isolé de la harde, la rareté d'un diamant unique en sa monture. Fin de citation. Quant aux gestes des mauvais chefs d'orchestre, ce sont des sémaphores en folie. Fin de citation. Fuyant la technicité du langage théorique, il qualifie les renversements intervalliques d'écrevisses. Sur la position du compositeur dans le temps, vouloir se regarder assumer un destin historique, c'est vouloir être à la fois l'œuvre et le poussin. Sur les nombres à la base des structures musicales, donnez-nous le chiffre et tel un tricot que l'on démaille, je vous rends la laine de l'œuvre. Boulez emprunte aussi à la nature. À propos de l'écart entre la musique et le texte dans la musique vocale, on songe à l'irrésistible prolifération végétale qui fait éclater la pierre. Évoquant la souplesse de la texture musicale, vous vous trouvez dans la situation d'un fleuve qui cherche ses méandres. Mais l'expression métaphorique la plus fréquente chez Boulez est empruntée à la physiologie, plus précisément à la différence entre les muscles striés, rattachés aux os du squelette, et les muscles lisses qui se contractent lentement et avec moins de force que le muscle strié. Ainsi, la série fibre-t-elle l'espace tonore. La forme dans le dernier Debussy est une forme tressée par tuilage des objets qui la composent. Fin de citation. Dans Penser la musique aujourd'hui, il avait organisé la description des espaces réguliers et des espaces irréguliers selon la différence entre les espaces striés et les espaces lisses, qu'il avait ensuite regroupés en espaces non homogènes par alternance et superposition. Puis il avait étendu ces deux catégories au temps pulsé et au temps amorphe. L'auteur n'est pas avare de clins d'œil à la culture du lecteur. À propos de Stravinsky, ayant épuisé un certain nombre d'expédients destinés à pallier l'effondrement tonal, il se trouva fort dépourvu sans que la syntaxe fût venue. Et c'est à la perception des lecteurs qu'il fait appel lorsqu'il frappe sa phrase d'une remarquable régularité rythmique et sonore, là où tant de bègues n'ont cessé de zézayer et de pontifier, de bavarder et de préjuger, de minauder et de lésiner, de foudroyer, de menacer, de moquer, de torpiller. Stravinsky a simplement agi. Fin de citation.
On peut établir un parallélisme entre l'évolution littéraire de Boulez et son évolution musicale comme compositeur et interprète. Dans les textes de la première période, de 1954 à 1963, la violence polémique qui aujourd'hui peut déranger correspond à la mise en place d'un langage musical qui se débarrasse de l'influence de la tonalité, des néo-romantiques et des néoclassiques, aboutissant à la tentative de construction de la série généralisée. Avec la série généralisée, Boulez tentait de se fonder sur l'unité de tous les éléments du langage, préoccupé qu'il était de parvenir à une construction totalisante, faisant le lien entre tous les paramètres. Mais l'autocritique se manifeste très vite. Force m'était de fuir en avant, dira-t-il en 1963. Lorsqu'il décida d'y renoncer, il alla jusqu'à être saisi, je cite, « d'un doute profond sur la nécessité d'un projet musical quelconque. Il était sur le point de s'interroger sur l'urgence même d'écrire. » Fin de citation. C'est l'intégration des considérations perceptives et le succès de son immersion dans la direction d'orchestre qui le sauvèrent et fit que cette tentation de l'abdication compositionnelle ne fut que temporaire. Si les deux premières éditions de Point de repère et le premier volume de la nouvelle série publiée à partir de 1985 reprennent, en augmentant leur nombre, les textes primitivement regroupés en 1966 dans Relevé d'apprentis, on observe un trou entre ce premier ensemble qui va jusqu'en 1963 et la série des textes réunis dans Regard sur autrui et dont la parution débute en 1968. L'année 1963 est en effet une date charnière dans la carrière de Boulez. Certes, il a pratiqué très tôt, dès 1946, la direction d'orchestre, mais le succès du concert soulignant le cinquantenaire de la création du Sacre du Printemps, le 18 juin 1963, marque l'envol de son rayonnement international. La même année, il entame une série de longs essais consacrés aux grandes œuvres marquantes de son répertoire, le Pierrot lunaire, Wozzeck, Parsifal, Péléas et Mélisande, la tétralogie de Wagner et Loulou, abordés du point de vue de leur interprétation. À côté d'eux, des conférences didactiques et des notes de programme ou de disques donnent lieu à des articles plus brefs, ce qu'il a appelé une sélection portative et des occasions fragmentaires. Les textes où les compositeurs et les œuvres sont ainsi abordés reprennent les thèmes de la première série d'essais rédigés jusqu'en 1963, que je qualifierais de poético-centriques, c'est-à-dire orientés vers les techniques compositionnelles et l'élaboration de son système. Mais le contact avec la pratique régulière de la direction d'orchestre donne progressivement à ces textes une coloration esthésico-centrique. Elle le conduit à intégrer des considérations perceptives dans la description des processus compositionnels et des œuvres. Il reconnaîtra lui-même le rôle de sa carrière d'interprète dans l'évolution de sa pensée théorique. Cette évolution est particulièrement notable au cours des 20 ans d'enseignement au Collège de France, qui reprennent certains des grands thèmes des textes rédigés avant 1963, mais en y ajoutant la dimension perceptive au point d'envahir tout le propos. En 1988, il annonce son enseignement au collège sous le titre « Système et perception ». Et dans le remarquable texte qui en est à l'origine, publié sous le titre « Le système et l'idée », on découvre ce passage étonnant qui marque une rupture avec les positions normatives des premières années. Je cite : « Si l'on se confine dans un ensemble de règles rigides, l'on en déduira la note inéluctable. Inéluctable au moins en tenant compte de la rencontre donnée de tous les paramètres. Mais notre instinct esthétique, je souligne, nous dit que cette solution n'est pas la bonne. Que faire alors ? Corriger le système en se réclamant du libre arbitre du compositeur, de son pouvoir de créateur qui le place au-dessus des systèmes qu'il a créés et qui sait mieux qu'eux ce qu'il doit écrire. Cela revient à considérer le système comme une aide, une béquille, je souligne encore, un excitant pour l'imagination, qui sans lui ne serait pas arrivé à concevoir réellement un monde rêvé. Je choisis donc je suis. Je n'ai initié le système que pour me fournir un certain type de matériaux, à moi d'éliminer ou de gauchir ensuite en fonction de ce que je juge bon
beau, nécessaire, fin de citation. La pratique de l'interprétation musicale modifie quelque peu le style de sa pensée. Pour peu qu'on le lise bien, c'est sans doute la structuration intellectuelle binaire qui donne sa physionomie propre à son approche de la pratique compositionnelle et des œuvres. Énumérons presque dans le désordre ces couples de catégories sensibles en oubliant volontairement de préciser à quoi ils se rapportent. Nous tenons ici les articulations générales de la pensée boulésienne. Matériaux, invention. Passé, futur. Volonté, hasard. Discipline, liberté. Rigueur, improvisation. Rationnel, irrationnel. Ordre, désordre. Nécessaire, imprévisible. Choix, surprise. Fermeté, souplesse. Précis, imprécis. Œuvre, prolifération. Stabilité, transformation. Noyau, développement. Continu, discontinu. Continuité, séparation. Cloisonnement, enchevêtrement. Construction, destruction. Strié, amorphe. Macrostructure, microstructure. Global, local. Défini, indéfini. Centre, absence. Pourquoi cette permanence du binarisme ? Parce qu'il est l'expression de la plus rapide et la plus concentrée de la totalité dont il n'a jamais interrompu la quête. Elle a débuté avec la recherche d'un langage sériel qui intègre tous les paramètres en un tout organique. Lorsque la série généralisée a fait problème, ce sont les catégories sensibles que lui a inspiré l'interprétation des œuvres qui prennent le dessus. J'ai constitué ce florilège à partir de concepts binaires qui tentent de saisir l'organisation herméneutique de sa pensée à partir des articles réunis dans les deux premiers volumes des Points de repère. Toujours dans le même esprit, Boulez fait paraître en 1989, sous le titre « Jalons pour une décennie », la version écrite des leçons données au Collège de France entre 1978 et 1988. Sous le titre « Les leçons de musique », il les prolonge par celles de 1989-1995. Penchons-nous un instant sur le statut des textes présentés comme reflet de son enseignement verbal. Les chapitres annoncés comme leçons du Collège de France ne correspondent pas exactement à celles qu'il a prononcées. Il en va de même pour les textes qu'il a préparés en d'autres circonstances d'enseignement, notamment les conférences au cours d'été de Darmstadt en 1960 et 1963 et les Appleton Lectures tenues à Harvard en 1963. Dans tous les cas, Boulez n'a pas souhaité la publication de la transcription de ce qu'il a dit, mais les textes à partir desquels il a improvisé ses conférences. En général, au collège, il développait les 9 heures de cours annuels à partir d'un paquet de 15 à 30 pages. On aura une idée de l'écart entre ce que Boulez a choisi de faire paraître et ce qu'il a présenté verbalement en comparant le dernier chapitre des leçons de musique, l'œuvre toute ou fragment, auquel tu as fait allusion tout à l'heure, et l'enregistrement de ce cours en 1994-1995, publié en 5 cassettes par le Collège de France dans une collection intitulée « Le livre qui parle ». Il offre ici un premier témoignage de sa faculté de prolifération déclenchée par un point de départ. Elle s'exprime par cette autre manifestation de la totalité qu'est le recours stylistique au groupement ternaire, comme je vais tenter de vous le montrer. Qu'il s'agisse des articles ou des textes à la base de ces improvisations pédagogiques, le style littéraire de Boulez est traversé par une étonnante constante rythmique qui frappe à la lecture. Il est en effet caractérisé par ce que Proust appelait la règle des 3 adjectifs. L'expression semble de lui, et je remercie chaleureusement Jonathan Goldman, ici présent, de l'avoir porté à mon attention. Je cite Proust. « C'était l'époque où les gens bien élevés observaient la règle d'être aimable et celle dite des 3 adjectifs. Madame de Cambremer les combinait toutes les deux. Un adjectif louangeur ne lui suffisait pas. Elle le faisait suivre après un petit tiré, d'un second, puis après un deuxième tiré, d'un troisième. Mais ce qui lui était particulier, c'est
c'est que, contrairement au but social et littéraire qu'elle se proposait, la succession des 3 épithètes revêtait dans les billets de Madame de Cambremer l'aspect non d'une progression, mais d'un diminuendo. Madame de Cambremer me dit dans cette première lettre qu'elle avait vu Saint-Loup et avait ensuite plus apprécié que jamais ses qualités uniques, rares, réelles, et qu'il devait revenir avec un de ses amis, précisément celui qui aimait la belle fille, et que si je voulais venir avec ou sans eux dîner à Féterne, elle en serait ravie, heureuse, contente. Peut-être était-ce parce que le désir d'amabilité n'était pas égalé chez elle par la fertilité de l'imagination et la richesse du vocabulaire, que cette dame, tenant à pousser 3 exclamations, n'avait la force de donner dans la 2e et la 3e qu'un écho affaibli de la première. Qu'il y eût eu seulement un 4e adjectif et de l'amabilité initiale, il ne serait rien resté. Fin de citation. Dans les articles de Boulez, notamment lorsqu'il traite de la musique des autres, les groupements ternaires abondent, et pas seulement ceux des adjectifs. Par exemple, le mythe dramatique va devenir efficient grâce à, par, à travers la structure musicale. Ces 3 expressions étant séparées par des barres obliques qui soulignent le rythme de la fin de la phrase. Boulez cultive les énumérations. Ici, il parle, je cite, de prescience, instinct, extrapolation. Là, de la circonstance, l'opportunisme ou le besoin. Ailleurs, il invite à prendre le passé comme modèle, comme exemple ou comme référence. L'image de marque générale reste le bon goût, la mesure, la clarté. Il savoure dans les manuscrits collectionnés par Paul Zarer les ratures, collections et retouches. Il admire dans son action les interférences de la commande, du mécénat et du marché, motivées par la qualité, l'originalité, l'exceptionnel. Il dénonce dans l'existence de Wagner le mélange inextricable d'ambition, d'idéologie et d'accomplissement. Chez Laurence Beauregard, le dialogue instrument-machine devenait fructueux, inventif, libre. Il traque chez Gaëtan Picon ce que l'on juge intéressant, important, essentiel, ce que l'on estime exprimé, difficile, déphasé. Il est conduit par malheur à écouter d'une façon plus variée, plus ambiguë, plus riche. Ici, la répétition du comparatif renforce la caractérisation ternaire. C'est que souvent la succession ternaire s'enrichit de spécifications qui la renforcent. À propos de Wolfgang Steinecke, comme le voilà brutalement arraché, violemment entraîné, refoulé. Avec les innovations des metteurs en scène, nous sommes plus riches de nouvelles acquisitions, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures stylistiques. On se laisse alors emporter par l'expansion du groupement ternaire dont le dernier terme déclenche l'élan de la phrase. Le moderne est essentiellement lié à la transition, à l'insécurité, à l'incertitude de la chose non ratifiée. Boulez souligne chez André Scheffner la perspicacité du point de vue, l'acuité du regard, l'individualité du rapport à l'objet observé et étudié. Il relève chez Mahler la saisie de l'instant, l'immédiate perfection, l'acuité de la transcription qui caractérise les courts leaders. La liberté d'expression, c'est ce bourbier chéri, choyé, entretenu, avec quelques constantes dilections. Fin de citation. L'expansion du groupement ternaire se manifeste aussi par sa duplication. Comment oublier cet exemple, cet amalgame, cette fusion au sein de la pensée musicale, du concept et du noyau? Liszt recourt au contraste extrême de la caractérisation, de la dynamique, de la technique elle-même, entre sarcasme et lyrisme, charme et domination, simplicité et virtuosité. Ici, la deuxième série de groupements ternaires est elle-même allongée par des duplications internes. De la même façon que Boulez avait souligné avec le mot décrescendo le caractère musical de la phrase de Madame de Cambremer, mais dans le sens inverse que chez Boulez, le rôle que joue le rythme, lui aussi musical dans le style littéraire de Boulez, n'aura échappé à personne. Mais il y a plus.
Certains groupements ternaires sont musicalement enrichis par l'exploitation d'échos. À propos de Peter Stein, l'exercice d'un pouvoir absolu, voire d'un abus de pouvoir. Double jeu de sonorité ici, avec par 3 fois la répétition du mot pouvoir et par l'assonance initiale et finale entre absolu et abus. Citons encore la rime intérieure qui apparaît grâce à un heureux anglicisme lorsqu'il parle de la survivance et de la relevance des contextes historiques. Boulez était sans doute sensible aux propriétés musicales du langage verbal et à leur exploitation littéraire, puisqu'il écrit à propos du style d'Henri Michaud, je cite, « Il emprunte à la musique la capacité de forger des mots dont le sens se devine par le contexte et dont la sonorité constitue une sorte d'orchestration sonore de la phrase. » Fin de citation. Et n'est-ce pas à la musique qu'il devait sa sensibilité à l'organisation ternaire du discours, lui qui souligne, je cite, que toute la construction du concerto de chambre de Berg est tributaire du chiffre 3. On conçoit ainsi qu'il n'est pas séparé l'activité littéraire et l'activité créatrice, comme je l'ai souligné en commençant. Il y voyait, je cite, une activité unique exprimée doublement, sorte d'incantation qui fera germer l'œuvre. Fin de citation. On peut alors se demander si Boulez était conscient de cette récurrence envahissante de l'écriture ternaire. Il semble que oui. Au terme d'une analyse de la mise en scène de la tétralogie par Chéreau, il écrit « Si les souvenirs, comme les questions oraculaires, doivent aller par 3, je souligne, j'ajouterai encore aux 2 que j'ai cités précédemment le rythme de la représentation. » Et d'illustrer son propos en enchaînant immédiatement avec une deuxième énumération ternaire qui spécifie en quoi il consiste. On pourrait parler du calme succédant à l'agitation, du groupe s'opposant à l'individu, de la force contrastante avec la douceur. Car selon le mot fort juste de Pierre-Michel Minger, le ternarisme est une faculté proliférante, analogue au processus compositionnel essentiel chez Boulez. La pratique de la déduction, un de ces concepts clés que Jonathan Goldman définit fort bien dans sa préface aux leçons de musique. Et cela vaut autant pour l'écriture musicale que pour l'écriture littéraire. Certes, il y a de nombreux exemples musicaux dans Relevé d'apprentis, mais leurs références dans les œuvres de Boulez lui-même ne sont pas données, et ce, tout à fait intentionnellement, a-t-il précisé, dans un entretien public tenu à l'IRCAM le 3 mars 2005. Il avait déjà exprimé cette position lors de la dernière conférence à Darmstadt en 1980, je cite, « Je n'ai pas voulu dresser des catalogues d'échantillons, mais seulement décrire le processus que j'avais adopté pour une œuvre déterminée. J'ai donc exigé qu'on réfléchisse très abstraitement sur les catégories et les classes de problèmes envisagés. Je souhaite une collaboration des lecteurs et non pas avoir un lecteur qui trouve déjà tout mâché, tout cuit et qui se dit « Ah oui, pour ces exemples, je vais me reporter à cette œuvre et je verrai comment il les a utilisés. » Non, ce qui est intéressant, c'est justement de donner un exemple auquel le lecteur se confronte, surtout lorsqu'il est très spécialisé. Fin de citation. S'adressant essentiellement aux compositeurs, il précise « Ce que je désirais leur proposer, c'était les schémas sur lesquels j'ai travaillé. Et ce que je leur disais ainsi, c'est « Travaillez et faites quelque chose à partir de ça, sans savoir ce que moi j'en ai fait dans le reste de mes œuvres. » Et je dois vous dire que c'est à mon corps défendant si, dans la dernière édition anglaise des relevés d'apprentis, les œuvres où j'ai emprunté certains exemples ont été identifiées. Fin de citation. Confronté à la reprise de ces références, et même augmenté dans la réimpression de ces articles dans Imaginer, il a de nouveau manifesté un agacement certain. Boulez a pris cette position lorsqu'il était questionné sur la possibilité de l'enseignement de la composition. Mais en même temps, il incitait ses lecteurs et lectrices à tirer de ses propos les idées générales à la base de sa pratique compositionnelle. Cela est encore plus évident dans les textes utilisés pour prononcer ses cours du Collège de France. Car si, dans son discours,
Boulez a fréquemment fait allusion à des œuvres d'autres compositeurs, jamais il n'a fait entendre d'exemples musicaux. Pendant 20 ans, ces leçons de musique ont revêtu un caractère abstrait, car Boulez, qui a relu et contrôlé le manuscrit des cours du Collège de France de la première à la dernière ligne, a d'abord voulu que ces leçons de musique soient un livre qui offre, au-delà des contingences de l'instant, une réflexion d'ordre général. Paradoxalement, c'est l'abstraction du propos qui en facilite la lecture pour le non-musicien. Boulez, écrivain et pédagogue des grandes idées musicales qui le nourrissent, il n'est pas et n'a jamais voulu être un musicologue. Si l'on entend par là quelqu'un dont le discours tire sa valeur de vérité dans sa confrontation avec les œuvres musicales. Du reste, quand on lui a demandé en public ce qu'il attendait des musicologues, il a répondu sans embâge, quitte à scandaliser Célestin de Liège qui réagit avec vigueur, « J'attends qu'ils me servent ». On comprend ainsi le succès de ces recueils d'articles. Tout est fait pour qu'ils ne soient pas envahis par des considérations techniques qui en obscurciraient la lecture. Ces textes deviennent ainsi des œuvres littéraires lisibles pour elles-mêmes et par elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire pour les comprendre de se référer aux œuvres musicales qui en sont la source. Restent alors, au-delà des mots et des textes et à côté d'eux, les œuvres musicales dont les liens avec eux ne sont pas nécessairement faciles à élucider, mais les voilà offertes à la contemplation et à l'écoute attentive, exigeante et difficile, unique survivance possible à l'éphémère, même si le temps les abandonne aux incertitudes inquiétantes de la postérité. Je vous remercie de votre attention.